Merci de nous rejoindre pour cette première partie du 19-20. L'actualité de ce dimanche à Paris et en Ile-de-France, c'est tout d'abord une actualité sportive. Dans moins de 2 heures, le match de Lorient-PSG pour la dernière journée du championnat de Ligue 1. Paris a-t-il des chances de devenir champion? Nous résoudrons cette équation à 2 inconnus tout à l'heure avec Jean-Philippe Lemaire qui est sur place. Les voyageurs de la ligne A du RER n'en peuvent plus des retards, de l'inconfort et des incivilités. Ils lancent une pétition pour se faire entendre. Nous les avons rencontrés à Saint-Germain-en-Laye. Et puis l'invité de ce 19-20 est Nicolas Dupont-Aignan, candidat à sa réélection dans la 8e circonscription de l'Essonne. Il aura pour ce scrutin, et c'est une première, un candidat UMP face à lui. Se sent-il menacé? Il nous le dira tout à l'heure. Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Bonsoir à toutes et à tous. On commence par l'événement sportif de la soirée, le déplacement à Lorient du Paris Saint-Germain pour la dernière journée du championnat de Ligue 1. Un match clé, car pour être champion, il faut que Paris gagne ce soir et que Montpellier perde à Auxerre. On retrouve Jean-Philippe Lemaire à Lorient. Alors, quelle est l'ambiance à moins de 2 heures de la rencontre ? Bienvenue à Lorient, derrière moi se trouve le Café de la Paix, c'est le siège de l'une des associations de supporters du FC Lorient, les Braises Tango. Alors plus le match va approcher et plus l'ambiance va monter, car cette rencontre est très importante pour l'équipe bretonne. Les Merlus, c'est comme ça qu'on les appelle, n'ont pas encore assuré leur maintien en Ligue 1. Alors, comme le dit leur entraîneur Christian Gourcuff, c'est un match à gagner, en tout cas à ne pas perdre. Sur cette rencontre Lorient-Paris Saint-Germain, je vous propose d'écouter quelques réactions de supporters bretons. Oh ben un nul serait bien. Mais ça va être un match très très dur. Parce que Paris Saint-Germain joue... Voilà, ils jouent le titre aussi. Et puis donc si Montpellier fait un nul, ils auront le titre, mais autrement... Ce sera dommage pour Paris Saint-Germain, mais un petit nul, ça nous sauverait, j'espère. PSG, c'est au-dessus. C'est pas le même niveau. On est d'accord. Mais Lorient peut rivaliser parce que Lorient joue très bien contre les bonnes équipes. J'espère un beau match, puisque Lorient, de toute façon, face aux grosses équipes, a toujours été capable de jouer. Et ça a toujours été une de leurs qualités. Maintenant, bon, c'est sûr que c'est quand même le PSG et qu'il y a quand même des bons joueurs en face, quoi. Nous y reviendrons au cours de ce journal, mais l'actualité de ce dimanche est aussi la nouvelle ministre du Logement, Cécile Duflot, qui a confirmé que les loyers seraient bien encadrés. Le dispositif sera dessiné dans les semaines à venir, après concertation avec les acteurs du secteur. Cécile Duflot rappelle dans le journal du dimanche que cette mesure était une des priorités du gouvernement. Les explications de Séverine Larouille. C'était l'un des engagements de François Hollande pendant sa campagne. L'encadrement des loyers du privé. La régulation de l'immobilier, une mesure que le gouvernement d'alors avait vertement critiquée. À peine arrivée au ministère du Logement, Cécile Duflot s'empresse d'annoncer l'imminence du dispositif. Il devrait bientôt être adopté, le temps de se concerter avec les acteurs du secteur. Argument de la ministre, de plus en plus de familles ont du mal à se loger dignement, y compris dans les classes moyennes. Selon elle, les loyers parisiens dépasseraient 24 € le mètre carré. Pour Cécile Duflot, l'encadrement des loyers permettrait de freiner l'escalade, mais aussi de faire en sorte de diminuer les tarifs les plus chers. Un dispositif qui ne convainc pas, notamment, certains propriétaires. Pour les propriétaires, alors que les prix de l'immobilier ont doublé ces 10 dernières années, l'encadrement des loyers peut être un frein à l'achat. Pour les professionnels de l'immobilier, c'est le manque de logements qui fait grimper les prix. Selon eux, la solution serait avant tout dans la construction. Ils pressent le nouveau gouvernement de réaliser 500 000 logements neufs par an. Après le logement, les transports, les usagers de la ligne A du RER sont en colère. Ils ont lancé une pétition dans l'une des villes terminus de la ligne, Saint-Germain-en-Laye. Un collectif a même pris le nom « Ma ligne A ». Les voyageurs n'en peuvent plus des retards, du manque d'informations, de l'inconfort et des incivilités sur la ligne. Un reportage de Valentine Poncy avec Pierre Pachou. Contre les retards du RER, signez la pétition. Un appel à ne plus subir les retards et autres galères du RER A. Ma ligne A, c'est le 2e collectif d'usagers de la ville. Et ce matin sur le marché, les mécontents sont nombreux et signent volontiers la pétition. J'ai commencé à travailler sur Paris en 2005. Pour me rendre à mon travail, je mettais, en utilisant la ligne A et le métro, je mettais 1h10 porte à porte. À présent, c'est près de 1h40, 1h50, parfois 2 heures. Souvent, j'arrive, ben voilà, c'est bondé, on ne nous prévient pas.
On attend, et finalement, je vais prendre un taxi ou je vais prendre mon vélo pour essayer de rejoindre la gare à Marly. Des fois, on reste bloqué dans les tunnels, ou à Nanterre-Préfecture. Au niveau de l'interconnexion, c'est n'importe quoi. 1 milliard d'euros ont été investis par la RATP, mais les améliorations tardent à venir. Quelques rames à 2 étages fonctionnent déjà sur la ligne, mais c'est insuffisant. Horaires, sécurité, information, une mobilisation de plus pour de meilleures conditions de voyage sur la portion Saint-Germain-en-Laye, La Défense. C'est surtout un appel aux usagers pour que ces derniers se bougent aussi avec nous, prennent conscience qu'on peut agir ensemble pour ensuite en effet aller vers les politiques mais aussi vers le STIF, vers la RATP et la SNCF pour leur dire qu'on n'est pas simplement des vaches à lait. Cette pétition, toujours disponible en ligne, tombe à pic. En pleine campagne des législatives, elle pourrait trouver écho auprès des futurs élus. Et on passe maintenant à la politique, à la veille du lancement de la campagne pour les législatives. Dans la 8e circonscription de l'Essonne, le député sortant Nicolas Dupont-Aignan, candidat à sa réélection sous la bannière Debout la République, se voit, et c'est inédit, opposé à un candidat investi par l'UMP. Nicolas Dupont-Aignan est l'invité du 19-20. Faisons tout de suite un état des lieux des forces en présence dans cette circonscription avec Thomas Guéry et Yves-Léopold de Wulf. Il faut qu'on fasse un tiré à part de l'édito. Réunion de campagne improvisée chez Laurent Béteille. Le plus tôt possible parce qu'on n'est pas en avance. Tout reste effectivement à inventer dans la campagne du maire UMP de Brunois, investi in extremis jeudi soir pour affronter Nicolas Dupont-Aignan sur ses propres terres. Une première dans cette 8e circonscription de l'Essonne où le candidat de Debout la République règne depuis 3 mandats. Mais pour l'UMP, en ne donnant aucune consigne de vote pour le 2e tour des présidentielles, Nicolas Dupont-Aignan est allé trop loin. Effectivement, je suis en désaccord complet avec Nicolas Dupont-Aignan sur un certain nombre de sujets. D'abord sur ses critiques à l'encontre de Nicolas Sarkozy, mais aussi sur des points comme l'Europe qu'il veut détricoter, comme un certain nombre d'autres sujets, Hadopi ou d'autres. Et sur les marchés de l'Essonne, il y en a à gauche qui s'en frottent les mains. C'est des règlements de compte en famille. Voilà, et peut-être qu'il y aura effectivement quelques bénéfices secondaires à en tirer. Aude Bristow fait partie des nouveaux visages du Parti socialiste. Première investiture et une législative pour la maire adjointe de Montgeron. Premiers échanges de campagne, parfois surprenants. C'est normal qu'au commissariat, il y a toujours la photo à Sarko. C'est une omission, là. La socialiste compte bien surfer sur les 54% réalisés ici par François Hollande, dont elle reprend jusqu'au slogan de campagne. Je suis une candidate, j'ai envie de dire, normale, contrairement à d'autres candidats qui cumulent un certain nombre de mandats. Moi, ma volonté, c'est d'être au service de mes concitoyens. Mais pour gagner, la socialiste devra compter sur un report satisfaisant des autres voix de gauche. Car dans le camp d'en face, la division a ses limites. En cas d'échec, Laurent Béteille appellera à voter au second tour pour Nicolas Dupont-Aignan. Pour l'instant, ce n'est qu'un accord que nous avons eu entre nous deux, les yeux dans les yeux. Eh bien, j'espère qu'il agira de la même façon en ma faveur si je suis devant. Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir. Alors les yeux dans les yeux, est-ce que vous pourriez vous appeler à voter UMP si vous n'étiez pas au second tour? Écoutez, ce sont les électeurs qui vont trancher. Vous savez, en démocratie, moi je considère que ce ne sont pas les appareils politiques qui doivent agir, ce sont les habitants de ma circonscription. Ils me connaissent bien, ils connaissent bien Laurent Béteille, qui est un homme estimable, et qui, pendant 10 ans, leur a dit, dans toutes les manifestations publiques, nous avons un bon député, il faut le garder. Alors, il y a les lois de la politique, j'allais dire un peu politicienne. On est dans un pays, et vous le savez, le monde politique ne supporte pas qu'il y ait des personnalités indépendantes, différentes. On veut me faire payer ce que j'ai dit publiquement au premier tour de l'élection présidentielle. Le fait de ne pas avoir appelé, soyons clairs, à voter pour Nicolas Sarkozy au second tour, c'est cela que l'UMP vous fait payer, puisque d'habitude, c'est pas ça en vérité. On vous laissait tranquille. C'est pas ça. On vous laissait tranquille d'habitude, vous n'aviez pas de candidat UMP face à vous. Tout à fait, mais qu'importe, c'est pas ça en vérité, parce que j'avais prévenu avant, d'ailleurs j'ai jamais donné de consigne de vote, j'estime que les habitants et les citoyens sont adultes. C'est pas ça. C'est que je crois qu'en vérité, dans la vie politique française aujourd'hui, on veut surtout pas qu'il y ait de personnalités différentes. Souvenez-vous, Chevènement, je pourrais en citer d'autres. Toute personnalité différente qui essaye d'exprimer un ras-le-bol, qui essaye de trouver d'autres solutions, qui veut fonctionner avec son cœur, avec un peu plus de sincérité, tout de suite on lui tire dessus. Eh bien moi je vais vous dire une chose, les habitants me connaissent, ils savent ce que j'ai fait pour ma ville, ils me voient sur le terrain et je suis
absolument certain qu'ils me donneront raison, tout le moins j'espère. Donc Nicolas Dupont-Aignan, vous ne croyez pas aux alliances, aux combinaisons, combinations, comme on pourrait dire. Ça ne m'intéresse pas. Si je vous repose la question, pourriez-vous appeler à voter UMP? Mais écoutez, on verra après le premier tour. Vous savez, moi je suis un passionné de mon pays. Je crois que les Français n'ont pas voté Hollande pour le projet socialiste. Je pense qu'il faut tout reconstruire. 54%, ils ont voté Hollande dans votre circonscription. Il y a donc une dynamique socialiste dans l'Essonne, chez vous? Non. Avec 8%, c'est énorme, de bulletins nuls ou blancs. En vérité, les Français n'ont pas voté pour le socialisme. Ils ont voulu changer. Mais il va falloir tout reconstruire dans notre pays. Et la situation est suffisamment grave pour, je crois, qu'il y ait de la diversité et qu'il y ait le choix. C'est aux Français de choisir, c'est pas aux appareils politiques. Et alors, il va y avoir un premier tour, eh bien très bien. Ils me connaissent, ils savent le boulot que je fais, ils connaissent mes idées. Alors maintenant, c'est à eux de jouer. Le fait qu'il y ait un candidat UMP face à vous, ça clarifie la situation. Il n'y a plus d'ambiguïté. Alors maintenant, je vais parler du Front National, parce que souvent on dit qu'il y a aussi une ambiguïté entre vous et Marine Le Pen. Il y a cette fameuse petite phrase qui a été citée dans la presse, comme quoi vous auriez pu en faire votre première ministre si vous aviez été président de la République. C'est pas ce que j'avais dit, mais enfin qu'importe. On a voulu toujours, mais pareil. Comme je suis différent et que je veux qu'on parle délocalisation, transport, logement, on a vu la question du RER A, moi c'est le RER D. Comme je veux secouer les choses,